Bonjour à toutes et tous. J'ai l'avantage de passer après Wolfgang, donc je vais pouvoir raccourcir et synthétiser et aussi reprendre parfois certaines de ces interventions pour approfondir et préciser les choses pour qu'il y ait en finalité le moins de questions possible et que ce soit le plus clair possible pour toutes et tous. Donc en fait, ce que Wolfgang soulignait, c'est que dans les phases de transition, du labour au semi-direct, eh bien en fait, on peut résumer la situation sur la phase de conversion ou transition hein, que Wolfgang soulignait. Et c'est donc en fait pendant cette phase que toutes les questions, l'énergie et les difficultés sont concentrées. Et en fait, l'ampleur des difficultés, eh bien, elle est proportionnelle à la faiblesse du taux de matière organique au moment où l'agriculteur décide de passer à l'action, décide de s'approprier la problématique de la fertilité de ses sols. Alors cette année, on a la chance et la malchance d'avoir une pluviométrie exacerbée, mais il suffit de prendre l'autoroute entre la 29 direction Saint-Quentin et la 1, hein, que je prends assez régulièrement. Et cette année, on est quand même relativement impressionné. On se demande parfois si ce ne sont pas des lacs, tellement les sols brillent et réfringent un petit peu dès qu'il y a une pointe de soleil, et réfringent de la couleur blanche, hein, qui est celle donc des limons qui remontent en surface. Hein. Donc en fait, on va dire que les services attendus ici pour la première phase, en fait, concernent bien sûr l'agriculteur, mais concernent surtout les préoccupations des pouvoirs publics sur les inondations. Et notamment, donc, la grosse problématique, c'est l'infiltration de l'eau. Hein, et donc, l'infiltration de l'eau, évidemment, derrière, sur l'autre thème qui suivra, vis-à-vis des couverts végétaux, on y trouvera évidemment matière sur les objectifs pour augmenter l'infiltration de l'eau. Donc, effectivement, la baisse de matière organique, hein, dans les sols cultivés, notamment les sols limoneux, est une véritable pandémie. Hein. Ça a commencé il y a déjà bien longtemps, mais en fait les problématiques de la dynamique d'érosion des sols, alors érosion hydrique, cette dynamique n'est pas linéaire, elle est linéaire pendant un moment, mais elle devient exponentielle vers la fin, et certains sols à l'heure actuelle sont dans cette phase exponentielle, où en fait il va devenir très très compliqué financièrement. Techniquement, bien entendu, on a été habitué à pouvoir gérer les choses techniquement. Ce que soulignait aussi Wolfgang, c'était l'augmentation des puissances, hein, de la traction, de la rotation, de l'émiettement, de tout ce qu'on veut. Hein. Mais les coûts de production à l'heure actuelle, renvoyés face aux produits de vente, eh bien, pose effectivement le souci général de la durabilité économique des exploitations agricoles. Donc ce qui fait que, bien entendu, il est tout à fait possible, il a été possible de cacher les choses de la diminution de la fertilité des sols, donc ici je parle de la fertilité physique. Les autres types de fertilité chimique et biologique eh bien, seront abordés aussi dans les autres chapitres qui suivront. Hein. Mais donc il est possible de cacher ces problèmes uniquement en utilisant des engrais. Hein. C'est assez simple. L'utilisation des engrais, c'est ce qui a permis effectivement de faire face à la diminution de la fertilité et en quelque sorte de se cacher les yeux. Hein. Alors, hier en déjeunant, j'ai appris que l'expérience des 42 parcelles de l'INRA de Versailles avait pris fin eh bien, parce que donc il n'y avait plus trop de sol à regarder. Hein, et donc cette expérience, en fait, a démarré dans les années 1900, donc ça fait un siècle. Et sur cette expérience, on a simplement ajouté des engrais azotés, des engrais différents, des engrais chimiques, dont les chlorures de potassium, hein, mais aussi donc des amendements organiques, etc. Et au bout donc d'un siècle, eh bien, parmi les engrais qui sont les plus déstabilisants pour la structure des sols, bien entendu, on trouve alors le NaCl, mais ça c'est pas des engrais classiques, hein, c'est simplement les sols sodés des bords de mer quand on doit déssoder des sols dans les bas champs aux Pays-Bas. Hein. Mais ici,
avec des rotations qui ont été et qui sont encore parfois pommes de terre, betteraves, pommes de terre, avec des contrats d'objectifs fixés par les industriels de l'ordre de 300 unités, voire 350 unités de chlorure sur les pommes de terre, 200 à 250 par les betteraviers qui effectivement ont une culture sur le chlorure de potassium en termes d'exigence de cette plante, et rebelote pommes de terre derrière avec 300 unités. Si on compare effectivement à l'expérience des 42 parcelles de l'INRA de Versailles, bien entendu, on s'aperçoit de l'effet négatif des engrais chimiques, et en fait, est corroborée à cette problématique la salinisation des sols. La salinisation des sols n'arrive pas qu'en Afrique, elle arrive aussi dans le Santerre. Et ça met un certain temps à se voir. Hein. Et donc, effectivement, en agriculture, il est un adage qui est bien connu, hein, que c'est le travail du père qui enrichit ou met le fils en faillite. Et donc, en fait, pour réagir, il faut presque 40 à 50 années pour voir les choses, et c'est la difficulté d'un agriculteur, puisque durant son exercice, grâce à la mécanisation, grâce aux engrais, grâce aux pesticides sur la partie gestion des maladies, c'est tout à fait possible de cacher les problèmes de fertilité initiale, donc d'équilibre du sol dans sa globalité entre les propriétés physiques, chimiques et biologiques. Donc cette première phase, c'est celle qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors je ne vais pas détailler l'ensemble du tableau, simplement par la suite ici, c'est ce que Wolfgang avait indiqué également par rapport à l'étude économique faite, qui avait été synthétisée par Frédéric Thomas sur cet essai-là, et bien de montrer qu'effectivement les choses commencent à être beaucoup plus simples à gérer au bout de 5-6 années. Hein. Donc là j'ai mis une durée moyenne qui est de 0,4 ans. Effectivement, cette durée, elle peut varier, hein, mais grosso modo, on va dire que la période la plus délicate, la plus difficile, c'est cette période-ci. Et où dans les sols limoneux, en fait, on va avoir, pour rendre le service de lutte contre l'inondation et de l'érosion, devoir gérer, en fait, la porosité. Hein. La porosité du sol, c'est-à-dire obtenir une infiltration maximale de l'eau par rapport à un ruissellement aujourd'hui maximal, à partir du moment où la battance des limons augmente proportionnellement à la quantité de pluie, tout simplement le ruissellement par rapport à l'infiltration. Alors, dans les phases qui suivent, c'est plutôt, on va dire, une partie qui est plus pour l'agriculteur, donc l'amélioration des propriétés chimiques et biologiques des sols, qui feront partie des chapitres suivants. Alors, si je résume en complément de ce que disait Wolfgang précédemment, il faut donner une place importante en fait aux éléments minéraux gratuits pour l'agriculteur qui permettent d'augmenter en fait la nutrition des cultures. Et donc, comme ils sont gratuits, ce sont des coûts de production gratuits. Et l'agriculteur oublie 9 fois sur 10 que les éléments minéraux principaux sont l'oxygène, le CO2 et bien sûr donc l'eau, qui ne figure pas en tant que telle ici dans ce tableau. Donc CO2, eau et oxygène. Et puis bien sûr l'azote, mais bien sûr il s'agit de l'azote N2, que seule la relation plantes-micro-organismes sur les légumineuses et aussi des groupes microbiens donc dans les rhizobiacées sont capables de fixer. Donc en fait on a les 3 types de propriétés qui sont biologiques, chimiques et physiques. Donc dans la première phase, c'est essentiellement les propriétés physiques sur lesquelles il faut s'attarder et donc gérer évidemment les problèmes de tassement qui sont bien connus donc, dans les sols de limon. Alors effectivement, il y a l'air du sol. Souvent quand on parle de l'air, tout le monde confond avec l'air extérieur, celui qu'on respire. Mais si on est une taupe, évidemment, on ne respire pas du tout la même qualité de l'air que si on est un humain. Et donc la grosse différence, elle est surtout dans le taux de CO2 dans le sol, avec de 0,2 à 3,5% de CO2, alors que dans l'air aérien, on est à 0,03, et donc en pourcent. Et donc ce tableau n'est pas si vieux, mais 2003,
Mais aujourd'hui, on est à 0,037, on est plus près de 0,04, avec donc l'autre thématique du réchauffement climatique. Donc, un petit dessin à la Frédéric Jamy, pour signifier évidemment que c'est l'oxygène. C'est l'oxygène qui permet la croissance des racines. Et donc c'est l'oxygène qui permet seul l'utilisation de la fertilité naturelle du sol. Sans oxygène, ou toute limitation en oxygène, va inévitablement se répercuter sur une diminution de la production végétale. Et pour le savoir, il suffit donc de ne pas cacher les choses et de faire des parcelles où on n'applique pas d'engrais azotés, par exemple, dans la durée. Et on comprend mieux tout de suite les relations qui existent entre la structure du sol et la fertilité naturelle d'un sol. Alors, bien entendu, le gradient d'oxygène, il est très important en haut. Et effectivement, c'est ce que rappelait Wolfgang juste avant. Il n'y a pas de linéarité avec la profondeur et les relations biologiques et les relations de nutrition. Énormément de choses se passent là-haut, c'est-à-dire dans l'horizon, où il y a en principe pas de limitation en oxygène. Pas de limitation en oxygène, sauf évidemment dans les limons. Lorsque les teneurs en matière organique, comme ici, avoisinent pour certains sols les 1%, j'ai également une licence professionnelle à Amiens, agriculture de conservation des sols, et j'ai parfois dans mes étudiants des sols qui sont à l'heure actuelle à 0,8%. C'est pour vous dire l'évolution rapide de la dégradation de la qualité des sols. Voilà. Donc en fait le CO2, eh bien la nature est bien faite puisque en fait c'est la respiration, c'est un petit peu comme nous, on absorbe de l'oxygène, on rejette du CO2. Et donc c'est essentiellement la respiration racinaire qui est responsable de l'augmentation du fait qu'il y ait 2 ou 5% de CO2 dans le sol par rapport aux 0,04% qui sont en surface. Et en ce sens, la plante est absolument géniale puisque par respiration, elle produit le CO2 qui lui sert à faire la photosynthèse, c'est magique. C'est magique uniquement, donc si et seulement si, bien entendu, les transferts de gaz, alors gaz et d'eau, puisque la porosité est soit remplie par de l'air, soit par de l'eau, eh bien, pour qu'il y ait des échanges d'oxygène, pour que l'oxygène consommé par les racines soit renouvelé, eh bien, il faut évidemment qu'il y ait des transferts non limités en oxygène, donc depuis la surface, il va de soi que l'oxygène ne vient pas du centre de la Terre, vient de l'extérieur. Et donc, c'est en ce sens que la porosité, alors une porosité qu'on appelle verticale ou verte, prend toute son importance, donc pour assurer cette croissance racinaire. Alors évidemment, les problèmes de battance et les problèmes de tassement, de compaction, eh bien, vont limiter, vont diminuer l'oxygénation des racines. Et en fait, plus on cultive dans un sol, alors on pourra en parler sur les couverts végétaux par la suite, plus on cultive, plus la demande biologique en oxygène des racines est forte. Il faut bien comprendre cet aspect-là. Alors la demande biologique en oxygène, en principe, c'est un terme qui est consacré à l'étude de l'oxygène dans l'eau, dans les lacs, dans les rivières. Mais dans les sols, il y a aussi une demande biologique en oxygène qui est nécessaire aux racines. Et donc, s'il n'y a pas de renouvellement de l'oxygène, et bien évidemment, la productivité, la croissance racinaire va être affectée, et au-delà, donc, la productivité. Donc, on voit bien qu'il y a une relation directe entre la productivité et la croissance racinaire. Et alors, la magie, elle ne s'arrête pas là, puisque, en fait, c'est au travers de ce processus, donc au travers la croissance racinaire, donc pendant que les plantes sont vivantes, alors ici vous voyez que les feuilles sont vertes, et bien que se produit en fait une opération très, très fine, très intelligente de la part de la plante qui n'a pas de cerveau, et qui n'est pas enseignée et qui n'est pas renseignée dans les manuels d'agronomie depuis toujours. Eh bien, c'est un processus écologique majeur que j'ai représenté par des petits points. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que la plante est un peu comme Félicie, la chanson de Fernandel. Lavabo avait une fuite, Félicie aussi. Eh bien, les racines ont des fuites, et des fuites de molécules, de sucre, d'acides aminés, d'enzymes.
et qui vont en fait en retour attirer les micro-organismes, ce qu'on appelle la biomasse microbienne, qui va être soit bactérienne, soit fongique. On peut signaler aussi la partie mycorhize, hein, qui est un petit peu particulière, qui répond à des signaux particuliers de la plante. Et en fait, avec le temps qui s'écoule, eh bien, le fait qu'on ait une couverture permanente sur les sols, puisque c'est l'objectif de l'agriculture de conservation, augmenter le taux de couverture des sols, par cette opération, eh bien, au fur et à mesure que l'on cultive, que l'on fait de la prospection permanente du sol par les racines toujours en croissance, par ce mécanisme de sortie de sucre et d'acides aminés essentiellement, eh bien, on enrichit en fait ici, dans le sol qui est collé aux racines, on appelle ça le sol rhizosphérique. Hein. L'épaisseur de sol est très fine, c'est de l'ordre de 1 mm, 1 à 2 mm. Et en fait, dans ce sol, eh bien, on peut déterminer, par exemple, chez une légumineuse, que dans le sol rhizosphérique, la biomasse microbienne, donc tout confondu, est entre 30 et 50 fois plus importante que, par exemple, du sol qui serait prélevé à l'endroit du point vert, où il n'y a absolument pas de racines qui soient passées. Et donc, bien évidemment, la répétition de ce processus avec les années qui s'écoulent fait que l'augmentation de la biomasse microbienne avec le temps qui s'écoule au travers de la couverture permanente des sols cultivés, eh bien, entraîne de facto ce que l'on appelle le fait de réobtenir ou d'obtenir de nouveau ce qu'on appelle un sol vivant. Voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de travailleurs qui sont disparus. On peut parler de la baisse de biodiversité des sols, puisqu'effectivement, on peut quantifier chacune de ces espèces bactériennes comme la diversité biologique, hein, le terme biodiversité. Et donc, au fur et à mesure qu'on va cultiver, alors par un choix judicieux d'espèces, hein, il y a des espèces qui sont très peu efficaces sur ce phénomène-là. Dans les brassicacées, l'exemple de la moutarde est bien connu, ça ne fait pas grand-chose. Mais surtout, donc, en choisissant des légumineuses qui ont donc cet effet rhizosphérique, c'est-à-dire une différence de biomasse microbienne dans le sol collé racine par rapport à du sol prélevé à distance, avec les opérations répétées en interculture, on va réussir à augmenter donc la biomasse microbienne de façon significative et donc obtenir un sol vivant. À la seule condition, bien sûr, que de l'oxygène soit présent. Donc en résumé, hein, on a le CO2, l'eau et l'oxygène. C'est les éléments minéraux premiers qui sont gratuits pour l'agriculteur et qui ne sont pas abordés par les technico-commerciaux. Encore, Dieu merci. Et bien entendu, l'azote sous forme N2, hein, mais donc je parle bien de l'azote gazeux de l'air qui est à 78% présent dans l'atmosphère, donc une source inépuisable. Hein, et donc c'est bien ces 4 éléments minéraux gratuits pour l'agriculteur qui servent à l'intensification, on va dire écologique ou agroécologique des systèmes de culture. Et évidemment, c'est l'oxygène, le facteur limitant quand on arrête de travailler le sol. C'est le rôle de la charrue. On ne va pas non plus inventer la poudre. C'était le rôle de la charrue, hein, par rapport le côté labouré par rapport au côté non labouré. Le côté labouré est plus haut, hein, donc, et quand on marche dessus, on s'enfonce, alors que dans celui qui n'est pas labouré, on ne s'enfonce pas, tout simplement parce que le labour injecte environ 25% d'air dans le sol. Hein. Donc il ne faut pas nier cet aspect d'oxygène. Alors simplement le labour, hein, les opérations répétées du labour, hein, et surtout l'émiettement de la herse rotative. Hein. On va dire que c'est plus l'émiettement de la herse rotative avec des gros boîtiers et le travail du sol par temps sec, comme Wolfgang a montré lorsqu'on voit les poussières et que les poussières se collent sur les vitres verticales d'un tracteur. C'est plus cette opération d'émiettement par les herses rotatives qui est catastrophique pour l'évolution de la matière organique des sols que le labour lui-même. Si on faisait un labour sans vraiment émietter le sol derrière et qu'on se met avec des anciens outils qu'avaient nos parents ou nos grands-parents, des Semmark ou Marksem, je ne sais jamais dans quel ordre, il n'y a pas besoin d'affiner le sol pour toutes les cultures qui ont des coléoptiles, c'est-à-dire des organes qui servent à percer le sol chez les céréales et chez le maïs par exemple. On aurait déjà du gain rien qu'en changeant une herse rotative avec un petit outil à dents qui ne fait pas de rotation très rapide et d'émiettement. Et donc l'autre partie concerne bien entendu les autres éléments minéraux, hein, l'exploration racinaire. Ça sera abordé dans les chapitres qui suivent. Et bien entendu, sur l'exploration racinaire, on va s'apercevoir que les racines ont aussi des capacités à aller chercher des éléments minéraux dans les réseaux cristallins. Et donc, un petit exemple, et puis j'arrêterai là après, hein,
Alors après, je reprendrai cette diapo-là dans l'autre partie. Un petit exemple ici. Parmi les éléments minéraux figure le CO2. Et en fait, on s'aperçoit que la possibilité d'utiliser en fait le CO2 en tant qu'engrais, en tant qu'élément minéral, on en est au balbutiement. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, l'augmentation de densité des plantes, ici alors on a un couvert de trèfle d'Alexandrie, mais on peut prendre n'importe quel type de couvert, ça fonctionne. Alors pour autant que le couvert soit riche en légumineuses, parce que bien évidemment c'était un petit peu le défaut de l'agriculture de conservation que soulignait Wolfgang au départ. Dans les couverts végétaux initialement en agriculture de conservation, ça venait de l'Argentine et du Brésil, hein, faut pas croire. Il n'y avait pas de légumineuses dans les couverts. Et donc évidemment, on avait un souci, il fallait mettre plus d'engrais azotés dans la phase de transition initialement. Cet aspect-là était en France, on a pris le train en retard, mais on a changé de train. On a quand même un train qui est assez moderne et l'optimisation des couverts végétaux est quand même centrale dans le dispositif, alors que dans les autres pays, c'était surtout le gain de temps qui était nécessaire. Hein. On passait au semi-direct pour aller plus vite dans les exploitations de 1000 hectares. Et donc en fait, quand on augmente la densité, eh bien, il se passe que les 2 ou 3% de CO2 que respire la taupe qui rejoignent l'atmosphère, eh bien, restent beaucoup plus longtemps dans cette couche de couvert végétal. Et en fait, on peut mesurer avec des sondes spécifiques qu'il y a une augmentation de la concentration en CO2 qui génère en fait une augmentation de la productivité uniquement, tout simplement par l'augmentation du CO2 qui, lui, est responsable de la photosynthèse. Donc cet aspect-là est en cours de découverte, hein, récent, et va nous permettre ensuite de progresser sur la discussion qui suivra pour les couverts végétaux.